عادية جدا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Les premiers résultats au lendemain des élections municipales organisées au Mont-Liban. À Jounieh, c'est finalement la liste de la dignité qui l'emporte. Scrutin également marqué par une confrontation inédite à Mal-Hezbollah dans le Jouroud de Jbeil. Le chaos libyen au menu d'une réunion internationale à Vienne. Elle est chapeautée par les chefs des diplomaties italiennes et américaines. Objectif, soutenir le processus de stabilisation et le très fragile gouvernement d'union nationale. Suzanne Sarandon et Ginny Davis récompensées pour leur contribution à la cause des femmes. Écart de salaire, sexisme. Pour la deuxième année consécutive, le prix Women in Motion s'invite à Cannes. Les premiers résultats au lendemain des élections municipales organisées au Mont-Liban à Jounieh. C'est finalement la liste de la dignité de Rouane Hobeche qui l'emporte avec 14 des 18 sièges contre la liste du Renouveau présidée par Fouad Bouhri. Atbaye et Jalil Dib, c'est la victoire des listes soutenues par Michel Elmour. À Amchit, le vainqueur est le sortant Tony Issa. À Souk, dans le Casa du Kesserouane, la liste dirigée par Eli Béano a remporté les élections avec la totalité de ses candidats. Béano, qui était vice-président du conseil municipal sortant, affrontait la liste d'un autre vice-président, celle de Wafik Trad, tandis qu'à Hadat, dans le Casa de Baabda, et après une rude bataille, Georges Aoun rafle une large victoire avec 68% des suffrages. Quant au taux de participation, ils oscillent entre 39% dans le Casa de Baabda et 55,14% au Kesserouane. Des élections marquées par une bataille inédite dans le Jouroud de Jbeil. D'un côté, le mouvement Amal, les familles et la gauche. De l'autre, le Hezbollah. Le duel s'est soldé par des affrontements violents hier, que ce soit lors des législatives de 2009 ou des municipales de 2010. Le bloc des électeurs chiites s'était jusqu'à présent montré uni. Ces divisions font écho à la contestation observée le 8 mai dernier dans le bastion hezbollahi de Baalbek-Hermel. Le chaos libyen au menu d'une réunion présidée par les chefs de diplomatie italienne et américaine. Des Européens, des pays voisins de la Libye y participent. L'objectif est de soutenir le processus de stabilisation. Le gouvernement d'union nationale échafaudé il y a 1 mois et demi peine en effet à asseoir son autorité. Le pays est miné par les divisions et le groupe État islamique étend son influence. Pas plus tard que la semaine dernière, les djihadistes se sont emparés de la ville d'Abu Ghraib à une centaine de kilomètres à l'ouest de Sirte, qui est également déjà sous leur contrôle. Les forces irakiennes lancent l'offensive sur Routba, dans la province d'Al-Anbar, située à 400 km à l'ouest de Bagdad. La ville est depuis 2014 aux mains du groupe État islamique. Forces spéciales, soldats, policiers, gardes frontières, mais aussi combattants paramilitaires pro-gouvernementaux participent à cette opération. Le contingent est soutenu dans les airs par la coalition anti-djihadiste sous commandement américain. Une fausse bombe et un stade entier évacué. La polémique enfle à Manchester. Le maire de la ville est hors de lui. Il réclame une enquête fouillée après l'incident. Marc Pope nous en dit plus. C'est dans un stade d'Old Trafford déjà à moitié vide que l'annonce de l'annulation du match a été faite. L'autre moitié des tribunes avait déjà été évacuée quelques minutes auparavant, après la découverte d'un engin suspect sous la tribune Alex Ferguson. Nous sommes allés à nos places 15 minutes avant le début du match, lorsqu'on nous a dit de quitter le stade. J'étais près des restaurants quand ils ont annoncé l'évacuation. Je suis retourné chercher ma fille et quelques minutes après, ils ont dit « c'est un code rouge, tout le monde évacue le stade ». Malgré la panique de certains spectateurs, l'évacuation a pu se faire de manière assez sereine. Le mécanisme d'évacuation a très bien fonctionné, tout le monde a été fantastique. C'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là, c'est ridicule. Une fois le stade bouclé, une équipe de déminage a fait sauter le colis suspect qui s'apparentait beaucoup à un engin explosif, comme l'a indiqué la police de Manchester sur son compte Twitter. Mais le dispositif ne fonctionnait pas. Il s'agissait en réalité, selon les enquêteurs, d'un appareil factice oublié par une compagnie privée après un exercice d'entraînement pour chiens renifleurs d'explosifs.
C'est la seconde fois en une semaine qu'un match des Diables Rouges est perturbé par un problème de sécurité. Mardi dernier, la rencontre contre West Ham avait été retardée après l'attaque du bus des joueurs par des supporters. Le match, qui devait avoir lieu ce dimanche, sera finalement joué mardi prochain. J'ai une légitimité constitutionnelle, affirme Michel Tamer, c'est après la pause. J'ai une légitimité constitutionnelle, affirme Michel Temer, le président du Brésil. Par intérim, a réagi aux manifestations organisées hier. De nombreux Brésiliens contestent son arrivée au pouvoir. Ethan Nagy. Temer, dehors, scande ses pro-Dilma Rousseff devant le palais du Planalto à Brasilia. Ils appellent à la résistance populaire car pour eux, le gouvernement du président intérimaire Michel Temer est illégitime. Le gouvernement de Dilma n'était pas un bon gouvernement, c'est vrai, mais c'était un gouvernement légitime, élu par le peuple. Il ne peut pas être renversé comme ça s'est passé dans cette farce. À peine formé et déjà épinglé pour son manque de diversité et ses anciens parlementaires éclaboussés dans des affaires de corruption. Au total, ils sont 24 ministres hommes, blancs, riches et conservateurs, composant le gouvernement intérimaire. Parmi eux, au moins 8 sont cités directement ou indirectement dans le scandale Petrobras. Pour ces partisans de Dilma Rousseff réunis à Sao Paulo, c'est un gouvernement de putschistes. Le gouvernement de Temer est illégitime. C'est un gouvernement de patriarches et de machistes. Nous resterons dans la rue tous les jours et nous le ferons tomber. Michel Temer a lui aussi été cité dans l'enquête sur le scandale de corruption Petrobras, mais il s'affiche serein. Il assurera l'intérim de la présidence pendant 6 mois, en attendant le vote final du Sénat sur la destitution de Dilma Rousseff. Mais Michel Temer l'a annoncé, il se voit déjà au pouvoir jusqu'à la fin 2018. Que reste-t-il de la révolution culturelle en Chine? Il y a 50 ans, Mao Tse-tung opérait une gigantesque purge politique pour asseoir son pouvoir. Aujourd'hui, aucune cérémonie n'est prévue pour commémorer ce sombre épisode de l'histoire chinoise récente. Les autorités préfèrent en effet fermer les yeux sur ce douloureux anniversaire. Julie Chouteau. Souvent passée sous silence, la révolution culturelle s'invite tout de même dans les musées chinois. Cet établissement privé rassemble depuis presque 10 ans les reliques d'une période particulièrement meurtrière et clivante de l'histoire chinoise. La culture et les trésors de notre nation doivent être transmis. Le plus important, c'est de transmettre l'expérience de la nation et les leçons qu'elle en a tirées. Il y a un demi-siècle, le 16 mai 1966, Mao Tse-tung lançait un mouvement politique pour purifier la nation de ses anciennes traditions. Une manière aussi de discréditer ses rivaux politiques, quitte à dresser les étudiants des gardes rouges contre leurs enseignants ou les enfants contre leurs parents. La révolution culturelle a provoqué la mort de centaines de milliers de personnes, voire de plusieurs millions selon certains historiens. Pourtant, Mao Tse-tung reste une figure vénérée par beaucoup de Chinois. Ce sont surtout les personnes âgées, les retraités, les fonctionnaires de l'époque de Mao qui sont nostalgiques de la révolution culturelle. C'est parce que la société actuelle est instable, que la répartition des richesses est inégalitaire, que les gens sont mécontents et qu'ils regrettent Mao. Depuis l'ère Mao, le capitalisme à la chinoise s'est largement implanté, mais la révolution culturelle trouve toujours un écho dans la société chinoise. Culte de la personnalité du président, purge au sein du parti, la société civile craint toujours un retour d'un autoritarisme répressif. En France, le mouvement citoyen Nuit debout cherche un nouveau souffle. Les militants parisiens viennent de lancer une campagne internationale. Marc Pope. Ils sont plusieurs milliers à s'être rassemblés sur la place de la Puerta del Sol à Madrid. Tous sont venus célébrer un anniversaire. Il y a 5 ans, jour pour jour, naissait sur cette même place le mouvement des indignés. Mais ce rassemblement se fait également en écho au mouvement parisien Nuit debout. Les organisateurs français ont en effet choisi cette date pour tenter de relancer un mouvement en perte de vitesse. Avec Global Debout, leur stratégie consiste à tenter d'internationaliser les rassemblements. Au total, 130 villes dans 28 pays différents ont répondu à l'appel. Mais l'ampleur des mobilisations est restée très faible. Toute la journée, place de la République, des concerts et des téléconférences avec les autres pays se sont déroulés dans une atmosphère bon enfant. L'occasion pour beaucoup de rappeler les raisons de ce mouvement.
c'est un endroit de rassemblement, on peut échanger, on peut parler. Et à un moment où, bon, mine de rien, tout le monde se parle par son téléphone interposé ou par les réseaux sociaux, bah là les gens se rencontrent, les gens parlent. Et puis il y a des sujets qui sont importants. Je pense que le mouvement est moins puissant, mais pas à cause des intervenants, à cause de l'État, qui a fait en sorte de ralentir, de freiner ce mouvement, en interdisant les réunions la nuit et en montrant les violences qui sont commises à l'écart de ce mouvement et qui ne font pas partie, à mon avis, de ce mouvement, qui sont des pièces ajoutées. Mais si certains y croient toujours, Nuit debout a de plus en plus de mal à convaincre, et ce alors que la loi travail, raison initiale du mouvement, a été adoptée en force par le gouvernement. Selon un récent sondage, plus de la moitié des Français ne pensent pas que Nuit debout puisse se transformer à l'avenir en mouvement politique. 65% d'entre eux parient même sur un essoufflement rapide de la mobilisation. C'était hier la journée des femmes sur la Croisette. Pour sa seconde édition, le dîner Women in Motion a récompensé Suzanne Sarandon et Geena Davis. Les deux héroïnes de Thelma et Louise ont été choisies pour leur contribution exceptionnelle au cinéma et à la cause des femmes. On le sait, à Hollywood, de plus en plus de voix se font entendre pour dénoncer les écarts de salaire et le sexisme qui règnent parfois dans le cinéma. Pour faire évoluer les choses, certaines actrices ont décidé de s'engager, de s'exprimer régulièrement sur le sujet. C'est le cas de Salma Hayek qui était de la partie hier soir. Je pense que c'est une question de temps. En fait non, ce n'est pas une question de temps, ça avance trop lentement. Mais je suis fière d'avoir l'opportunité d'en reparler demain et je vois un grand changement dans l'industrie du cinéma par rapport à l'année dernière. Et je pense vraiment que les discussions ont fait une différence et ont changé quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Les premiers résultats au lendemain des élections municipales organisées au Mont-Liban, à Jounieh, c'est finalement la liste de la dignité qui l'emporte. Scrutin également marqué par une confrontation inédite Hamas-Hezbollah dans le Jourout de Jbeil. Le chaos libyen au menu d'une réunion internationale à Vienne. Elle est chapeautée par les chefs des diplomaties italiennes et américaines. Objectif, soutenir le processus de stabilisation et le très fragile gouvernement d'union nationale. Suzanne Sarandon et Geena Davis récompensées pour leur contribution à la cause des femmes. Écart de salaire, sexisme. Pour la deuxième année consécutive, le prix Women in Motion s'invite à Cannes. Merci de votre attention. Très bonne soirée à toutes et à tous. هيدا صوت اللي بيرتي. هادئة جدا.